puis nous allons reprendre les travaux, donc avec une intervention d'Audrey d'Arsonville sur la connaissance et la méconnaissance de la législation pénale entre protection et surprotection. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais évidemment commencer par remercier très chaleureusement les co-organisateurs de cette manifestation, les remercier de m'avoir associé à ce projet aussi en amont, puisque j'ai eu la chance de pouvoir participer à, peut-être pas à toutes les réunions, mais à certaines réunions de préparation. Et donc, j'ai été vraiment ravie de pouvoir réfléchir à cette thématique qui est évidemment extrêmement intéressante. Et je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Madame Lezy pour son immense patience avec moi, puisque j'ai répondu très tardivement à peu près à tous les mails que vous m'avez adressés. Et vous avez toujours été d'une très grande patience avec moi. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour cela. Alors, mon propos a un titre qui est extrêmement élégant, que je vous dois également, ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé, Connaissance et méconnaissance de la législation pénale entre protection et surprotection. Et je vais donc essayer, tant bien que mal, d'apporter quelques éléments de connaissance et d'essayer peut-être de contrer quelques méconnaissances qui peuvent perdurer sur la législation pénale. Avant de commencer le fond de mon propos, je voudrais d'abord faire deux précisions liminaires qui me semblent extrêmement importantes. La première précision, c'est quand même pour bien souligner que, a priori, la sexualité de personnes en situation de handicap ne relève absolument pas de la sphère pénale. Il faut être très clair, tout acte sexuel, alors j'exclus le cas de la minorité qui a été un petit peu évoqué ce matin, mais tout acte sexuel entre deux personnes majeures consentantes est parfaitement licite et donc totalement hors du champ pénal. Ce qui veut donc dire que la sexualité n'interfère avec la législation pénale que dans les hypothèses minoritaires dans lesquelles elle constitue une atteinte à l'ordre public, parce qu'il n'y a pas de consentement d'une des deux personnes ou parce qu'il y aurait une exhibition sexuelle, etc. Mais la sexualité en général des personnes en situation de handicap ne relève pas de la législation pénale. Je ne traite donc dans mon propos que des situations à la marge, c'est-à-dire des situations qui sont constitutives en elles-mêmes d'une atteinte à l'ordre public. Alors, je ne reviendrai pas du tout sur un cas un peu particulier, parce qu'il va être très largement traité demain sur l'assistance sexuelle, qui a amené un nouveau champ pénal sur la sexualité des personnes en situation de handicap, puisque, comme cela vous a été expliqué ce matin, l'assistance sexuelle risque de poser, ou en tout cas va poser un problème de conformité avec la nouvelle législation sur la prostitution. Donc ça, je ne vais pas évoquer ce champ pénal, mais je ne vais aborder que les hypothèses de sexualité porteuses d'une atteinte à l'ordre public. Donc ça, c'est la première précision pour limiter un peu mon propos. La seconde précision, c'est pour dire aussi que lorsque l'on parle des infractions sexuelles avec des personnes en situation de handicap, cela peut concerner aussi bien l'auteur de l'infraction que la victime de l'infraction. Alors là aussi, mon collègue Bruno Pi a vraiment absolument déjà traité beaucoup de choses que je voulais aborder, mais simplement pour rappeler, donc d'abord, la personne en situation de handicap peut parfaitement être auteur de l'infraction sexuelle, quelle que soit l'infraction en cause. Alors, dans cette situation, on peut distinguer en fait deux hypothèses, et vous le verrez en matière pénale, en fait, on est assez souvent sur ces deux situations. La première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle l'auteur de l'infraction souffre d'un handicap de nature physique. Dans une telle hypothèse, il faut être assez clair, cela n'a aucune influence sur le processus pénal. Cela n'a pas du tout d'influence sur le processus pénal. L'influence d'un handicap physique pour l'auteur d'une infraction pourra éventuellement jouer un rôle sur la peine prononcée, puisque la peine devra être adaptée à la situation de handicap physique, et notamment une peine d'incarcération peut s'avérer extrêmement difficile à mettre en place pour une personne qui a un handicap physique. Donc on pourra avoir un aménagement de peine, mais sur le processus pénal en lui-même, le handicap physique pour l'auteur n'interfère absolument pas.
La seconde hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle l'auteur de l'infraction sexuelle est atteint en revanche d'un handicap mental. Dans cette situation, comme ça a été dit ce matin, le droit pénal gère là aussi la situation. Soit la pathologie mentale entraîne une abolition totale du discernement, c'est-à-dire que la personne n'a aucune conscience de ses actes. Dans une telle hypothèse, elle est déclarée irresponsable pénalement, c'est ce que dit le Code pénal à l'article 122-1, alinéa 1er. Soit la personne a un trouble qui altère le discernement, alors qui est une situation un peu compliquée à établir, c'est-à-dire la personne a une partie de discernement et en même temps pas totalement le discernement. Dans une telle hypothèse, alors je simplifie un peu la règle, mais dans une telle hypothèse, la personne est responsable pénalement et la peine encourue est diminuée d'un tiers. Tout cela pour vous dire que lorsque la personne en situation de handicap est auteur d'une infraction, la législation pénale règle assez pleinement la situation. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de problématiques juridiques en matière pénale lorsque c'est l'auteur qui est la personne en situation de handicap. Les choses sont assez bien réglées, on n'a pas beaucoup de difficultés pour gérer cette hypothèse. Les problèmes juridiques se posent bien davantage lorsque la personne en situation de handicap est victime de l'infraction sexuelle. C'est la raison pour laquelle, dans mon propos, je n'évoquerai que les hypothèses dans lesquelles la personne en situation de handicap a été victime d'une infraction sexuelle, et donc je vais exclure les hypothèses dans lesquelles la personne en situation de handicap est auteur de l'infraction, puisque le droit pénal règle assez bien la situation. Alors, pour évoquer la personne en situation de handicap victime d'une infraction sexuelle, il faut bien comprendre que toute la logique, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer, toute la logique du droit pénal est tournée vers une logique de protection. On est vraiment sur un prisme de protection de la personne en situation de handicap. Alors, une protection qui revêt en réalité plusieurs degrés. Et là aussi, je vais sacrifier à la tradition juridique et m'inscrire dans la nouvelle tradition des pénalistes instituée par Bruno Pi et faire un plan en 3 parties, non pas en 2 parties, puisque je vais évoquer dans un premier temps les hypothèses de surprotection des personnes en situation de handicap. Ensuite, j'aborderai la protection qui résulte de la législation pénale. Et ensuite, dans la 3e partie, j'évoquerai des hypothèses, cette fois, en revanche, de sous-protection. Alors, le thème n'est pas forcément très élégant, mais je trouve que c'était ce qui avait à peu près de plus parlant. La sous-protection qui, elle, on le verra, résulte davantage de la pratique judiciaire. Alors d'abord, la surprotection. La surprotection, comme son nom l'indique, c'est l'hypothèse dans laquelle on protège quelqu'un, mais on le protège à l'excès. Alors, comment est-ce qu'on protège à l'excès ? Ce qui semble assez clair dans ce que l'on peut voir de jurisprudence ou dans les dossiers, c'est que cette surprotection, en réalité, elle ne résulte pas du droit pénal. Elle résulte principalement soit des proches de la personne, soit, et je suis désolée pour ce thème très générique, mais je dirais soit de l'institution, c'est-à-dire du personnel soignant, du personnel encadrant, de tout le personnel institutionnel qui a la charge d'assurer la protection et le suivi de personnes en situation de handicap. Alors, cette surprotection, elle résulte principalement de 2 raisons. Pour les proches des personnes en situation de handicap, on peut penser que cette surprotection, elle est un mouvement assez naturel d'essayer de protéger sa famille, de protéger ses proches. Il y a, semble-t-il, une simple volonté assez louable d'assurer la protection de ses proches. De la part des institutions, la surprotection, elle est probablement peut-être pas ambiguë, mais elle est un peu différente. Il me semble que cette surprotection, elle résulte aussi d'une crainte des personnels de potentielles poursuites pénales s'ils n'ont pas été assez diligents dans la protection des personnes en situation de handicap. Donc, ce n'est pas exactement la même logique. Il semblerait que certaines alertes au parquet ou certaines dénonciations d'infractions sexuelles soient vraiment faites dans un souci d'éviter une possible poursuite pénale qui pourrait intervenir si l'institution n'a pas été assez réactive dans la dénonciation de violences sexuelles.
Alors, ça résulte notamment d'un certain nombre de textes qui figurent dans le Code pénal. Alors, je vous en citerai un qu'on appelle le délit d'entrave à la saisine de la justice, qui est prévu à l'article 434-3 du Code pénal et qui, je résume, vient sanctionner le fait pour quiconque ait eu connaissance de privation, d'agression, d'atteinte sexuelle infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une déficience physique ou psychique, etc., de ne pas en informer les autorités judiciaires est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc il y a en effet une véritable épée de Damoclès qui pèse sur le personnel institutionnel. Même si, juridiquement, cette crainte, elle doit être en réalité extrêmement nuancée, puisque pratiquement tout le personnel encadrant des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap bénéficie du secret professionnel qui fait qu'ils ne sont pas obligés nécessairement de dénoncer. Donc il y a une crainte du droit pénal qui n'est pas toujours tout à fait conforme à la réalité juridique. Alors, comment s'exprime cette surprotection ? Pour illustrer, pour donner quelques exemples de surprotection, je vais m'appuyer sur une étude que nous avons menée à plusieurs, une équipe d'enseignantes de Lille, qui a été menée. Alors, c'est une étude qui concerne le traitement judiciaire du viol, qui ne concerne pas les personnes en situation de handicap en particulier, mais que nous avons beaucoup rencontrées dans les dossiers que nous avons pu aborder. C'est la raison pour laquelle je vais me servir de cette étude. C'est une étude que nous avons menée sur tous les dossiers concernant des viols sur l'année 2012 auprès des juridictions lilloises. Alors, je ne prétends évidemment absolument pas tirer de conclusions définitives à partir d'une étude sur une année sur une juridiction, ce n'est pas du tout mon propos, mais simplement ça permet quand même d'avoir des pistes assez intéressantes sur le traitement judiciaire du viol. Alors, dans ce travail, nous avons pu constater un certain nombre de manifestations d'une surprotection au bénéfice de personnes en situation de handicap. On l'a rencontré assez fréquemment, notamment pour les dossiers qui ont été classés sans suite. Alors peut-être en 2 mots, le classement sans suite, pour ceux qui ne sont pas juristes pénalistes, c'est lorsqu'une plainte a été déposée, alors soit au parquet, soit à la police, et que le parquet décide, ni plus ni moins, de ne pas poursuivre, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin dans l'enquête. Ça ne veut absolument pas dire que l'infraction n'existe pas. Ça veut dire que soit effectivement l'infraction n'existe pas, soit l'État n'est pas en mesure de poursuivre pénalement parce qu'on n'a jamais retrouvé l'auteur ou parce que les faits sont trop confus, etc. Donc on prononce un classement sans suite qui met un terme définitif aux poursuites pénales. Alors dans ces dossiers, nous avons pu observer 2 situations de surprotection. Alors je vais emprunter les termes, je la cite, de ma collègue Sylvie Cromer, qui est sociologue, qui a participé à cette étude à nos côtés, et qui a dégagé 2 idées. Je me permets de reprendre sa terminologie, alors qui est une terminologie qui n'est pas du tout officielle, hein, c'est vraiment une terminologie de travail pour nous. On a constaté 2 situations, ce que l'on a appelé les hypothèses de viol et une autre hypothèse de surprotection que l'on appelle les réinterprétations de viol. Alors, les hypothèses de viol, ce sont les cas dans lesquels le proche de la personne en situation de handicap ou l'institution de façon générique va déposer plainte pour la personne en faisant une hypothèse qui est que la personne a été violée, alors même qu'elle n'a pas de preuves ou de traces matérielles évidentes. Elle fait l'hypothèse que la personne a été violée. Alors, il n'y a absolument aucune volonté de la part de celui qui dépose la plainte de mentir ou de travestir la vérité, c'est absolument pas la logique, c'est simplement que la personne croit réellement qu'il y a une victime de viol. Et je vous donne un exemple dans un des dossiers que l'on avait traité d'une jeune femme qui dépose plainte au nom de sa mère, qui était âgée de 77 ans, qui est sous curatelle en institution puisqu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. La fille dépose plainte parce que dans des discussions avec des propos assez incohérents, puisque la mère n'est pas tout à fait capable, vu sa maladie, de s'exprimer clairement, la fille entend des propos dans lesquels la mère parle de sodomie et parle de son ancien compagnon. La fille en déduit que sa mère a été victime d'une sodomie forcée par son ex-compagnon et elle dépose plainte pour viol. C'est-à-dire que c'est la fille qui fait l'hypothèse d'un viol. Elle n'a pas d'éléments
plus tangible que la parole de la mère. Alors ça ne veut pas dire que le viol n'existe pas, c'est le proche, dans un souci de surprotection, qui préfère déposer plainte parce qu'il fait l'hypothèse d'un viol. Dans ce type de dossier, on a eu un classement sans suite, puisque le parquet a considéré que rien ne permettait d'étayer ou d'infirmer l'hypothèse viol qui a été formulée par le proche, en l'occurrence par la fille de cette femme. Les autres hypothèses, et on a eu plusieurs dossiers de ce type, l'autre hypothèse que l'on a pu rencontrer, qui là aussi est une manifestation de surprotection, c'est ce que l'on a appelé les réinterprétations viol. Alors, les réinterprétations viol, ce sont les situations dans lesquelles, alors, toujours pareil, les proches ou le personnel institutionnel déposent là aussi une plainte pour viol parce qu'un acte sexuel a été constaté cette fois, mais l'acte sexuel est interprété par celui qui dépose la plainte au regard de sa propre perception de la sexualité ou de ses propres conceptions comme étant un viol, alors même que la personne en situation de handicap ne le dit et ne le formule absolument pas comme cela. Là aussi, je vous donne 2 exemples. Dans le premier exemple, il s'agissait d'un dossier dans lequel une jeune femme porte plainte pour son frère qui est sourd et muet. Son frère vit en relation homosexuelle, en concubinage avec son compagnon depuis pas mal de temps, et le frère explique à la sœur qu'il a eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec son compagnon, alors, et je vous cite le dossier, qu'il n'en avait pas vraiment envie. La sœur réinterprète ce vocabulaire comme étant un viol. Lui dit clairement que ce n'est pas un viol pour lui, mais elle plaque sa propre conception de la sexualité et elle réinterprète les faits et elle dépose plainte contre l'avis du frère en estimant qu'il y a viol parce qu'il n'avait pas vraiment envie à chaque fois qu'il a eu un rapport sexuel avec son compagnon. Elle réinterprète les faits comme étant un viol. Là, on voit aussi que de la part de la sœur, c'est vraiment, alors il y a une forme de surprotection, mais il y a surtout une réinterprétation par rapport à sa propre conception, en tout cas à sa propre vision de la sexualité. Un autre exemple, ce sont deux adultes handicapés qui sont dans le même ESAT, dans le même établissement public d'aide par le travail, qui semblent, d'après ce que les témoignages vont dire, qui semblent être en couple et qui vont avoir une relation sexuelle tous les deux dans les toilettes. Arrive un encadrant qui surprend l'acte sexuel et qui dépose plainte. Les deux affirment être consentants. L'encadrant dépose plainte parce qu'il considère qu'il ne peut pas y avoir consentement. Ce qui est intéressant, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est que sur cette plainte s'ajoute un stéréotype de genre, puisqu'il porte plainte en disant que c'est la jeune femme qui a été violée, alors qu'en réalité, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ce n'est pas le jeune homme qui a été violé, mais automatiquement, il dépose plainte, et il dépose plainte pour viol de la jeune femme qui est, selon lui, qui ne peut pas consentir à un tel rapport sexuel dans les toilettes. Et là aussi, on est sur de la réinterprétation. On a un acte sexuel qui est avéré, qui est réinterprété par, là en l'occurrence, c'est le personnel institutionnel, comme étant un viol. À nouveau, ce dossier va être classé sans suite. Donc on voit que dans ces quelques hypothèses que j'ai pu vous citer, on est dans un schéma dans lequel l'entourage de la personne en situation de handicap va surprotéger la personne, c'est-à-dire va quasiment déposer des plaintes de façon préventive pour essayer de protéger la personne en situation de handicap, ce qui démontre également qu'il y a quand même une perception de la sexualité des personnes en situation de handicap qui est, pour l'entourage ou le personnel encadrant, pratiquement systématiquement placée dans la sphère pénale, alors même que, comme je vous l'ai dit en introduction, normalement, la sexualité est totalement hors champ pénal. Là, elle est automatiquement ramenée au champ pénal, comme s'il y avait un présupposé d'absence de consentement automatique pour les personnes en situation de handicap. Deuxième point, donc là, c'était la surprotection. Maintenant, la protection des personnes en situation de handicap du fait de la législation pénale. Alors, le droit pénal, la législation pénale, elle appréhende le handicap comme une cause d'aggravation de la peine. C'est-à-dire que la situation de handicap est une circonstance aggravante.
C'est-à-dire que l'auteur qui commet une infraction sur une victime dont elle connaît la situation de handicap, eh bien, l'auteur se verra infliger une peine aggravée. Alors, simplement, ce qui est intéressant en matière pénale, c'est que le handicap en tant que tel, en réalité, n'est pas cité dans le code pénal. C'est assez étonnant. Quand on regarde l'intégralité du code pénal, le terme même de handicap, il n'est cité, j'ai compté, il n'est cité que 8 fois dans 8 articles, et il n'est cité majoritairement que pour les textes qui concernent la discrimination, c'est-à-dire le fait de discriminer une personne en raison de son handicap. Pour toutes les autres infractions, le handicap n'est pas visé en tant que tel, vous ne trouverez pas le mot handicap. La circonstance aggravante utilise le terme de la vulnérabilité de la victime, et au sein de la vulnérabilité, décline plusieurs facteurs de vulnérabilité, que ce soit la minorité, l'état de grossesse, et, alors non pas le handicap, puisque le terme n'est pas utilisé, mais utilise le terme d'une infirmité, une déficience physique ou psychique. D'accord ? Donc le terme de handicap n'est pas en soi expressément visé dans le code pénal au titre des circonstances aggravantes. Ce qui est aggravant, c'est le fait que la victime soit en situation de vulnérabilité due à plusieurs facteurs, dont un des facteurs serait l'infirmité, la déficience physique ou psychique. Dès lors qu'une telle situation se présente, la peine est aggravée. Pour vous donner un exemple lié aux infractions sexuelles, par exemple dans le code pénal, la peine de droit commun du viol est de 15 ans de réclusion criminelle. Lorsque le viol a été commis sur une victime en situation de vulnérabilité, la peine passe donc de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Alors, on le voit, le droit pénal, donc il protège la personne vulnérable, mais finalement, il ne la surprotège pas. Il assure une protection renforcée, mais exactement au même niveau que la protection renforcée pour les autres causes de vulnérabilité. C'est-à-dire que la situation de handicap n'est pas une cause aggravante par rapport aux autres circonstances aggravantes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une des causes d'aggravation, comme l'est la minorité, l'état de grossesse ou toute autre cause qui pourrait être considérée comme une circonstance aggravante. Enfin, et je vois que le temps défile, donc j'essaie d'accélérer au maximum, pour évoquer mon troisième point, sinon je n'aurai pas le temps. Troisième point, la sous-protection, cette fois, des personnes en situation de handicap. Alors, la sous-protection, donc cette protection qui finalement est plus faible que celle que l'on peut exercer au bénéfice de tout autre citoyen, la sous-protection, elle n'est évidemment pas le fait du législateur. On a vu que la surprotection est le fait de l'entourage. Le législateur assure une protection. La sous-protection, elle résulte, je pense, de façon quasi inévitable d'ailleurs, de la pratique judiciaire. C'est la mise en pratique du droit pénal qui, d'un seul coup, va générer une sous-protection de la personne en situation de handicap. Deux éléments, à mon avis, peuvent matérialiser cette sous-protection. Alors, le premier élément, j'irai assez vite puisqu'il a été quand même beaucoup évoqué. En matière d'infraction sexuelle, le premier élément est que cette sous-protection, elle résulte inévitablement de la très grande difficulté à rapporter la preuve du défaut de consentement. Il faut bien comprendre que toutes les infractions sexuelles, en droit français, sont fondées sur une valeur fondamentale qui est la liberté sexuelle, c'est-à-dire la liberté à l'acte sexuel. Les infractions sexuelles viennent donc sanctionner celui qui a pénétré sans le consentement, c'est le viol, ou celui qui a agressé sexuellement sans le consentement, ce sont les agressions sexuelles. Toute la difficulté, c'est que pour condamner, il faut donc prouver que la victime n'était pas consentante. L'absence de preuve de cet élément ne permet pas la constitution de l'infraction et donc ne permet pas la condamnation pénale. Alors évidemment, là aussi, on retrouve un peu la même distinction. Pour une victime qui est atteinte d'un handicap physique, l'expression de l'absence de consentement,
elle peut être rapportée. On peut prouver que la personne n'était pas consentante parce qu'elle va être verbalement capable de l'exprimer. Elle pourra dire qu'elle n'était pas consentante. Alors, ce qui ne veut pas dire que la preuve pour autant soit totalement aisée, mais en tout cas, c'est possible. La grande difficulté, elle est pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap mental, pour lesquelles il va être extrêmement difficile d'apporter la preuve d'un défaut de consentement. Il va falloir réussir à démontrer que la personne n'était pas consentante, ou à tout le moins a été capable d'exprimer son absence de consentement. Et même si la personne a exprimé son consentement, se pose alors la question de savoir si son consentement est pleinement libre et intègre. C'est-à-dire, est-ce que la personne a eu pleinement conscience d'accepter l'acte sexuel? Est-ce qu'elle a pleinement conscience de ce qu'elle est en train d'accepter? Alors, la Cour de cassation s'est rarement prononcée sur la question. Elle l'a fait notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle du 30 juin 1993, dans laquelle un employeur avait eu des relations sexuelles avec un de ses salariés qui était atteint d'une déficience mentale assez lourde et qui était d'ailleurs placé sous curatelle. Je précise cela parce que l'employeur était parfaitement au courant de la situation du salarié. Alors, les faits avaient été décrits par le salarié comme étant des faits sous la contrainte. L'employeur contestait en considérant que, ne s'étant pas opposé aux actes sexuels, cela signifiait que le salarié était parfaitement consentant et que s'il n'avait pas été consentant, il aurait exprimé son refus. La Cour de cassation va considérer que la situation de handicap mental de la victime ne permettait pas à l'employeur de supposer un consentement libre et intègre. C'est-à-dire que la Cour de cassation dit peut-être qu'il ne s'est pas opposé, mais comme vous connaissiez sa situation de handicap, vous ne pouviez pas objectivement considérer que le consentement était libre et intègre. Elle dit expressément les déficiences intellectuelles et l'immaturité d'Albert Y, donc la victime, qui était connue de l'employeur, ne permettent pas de parler de consentement au sens d'une sexualité d'échange adulte. Donc là, on voit bien que le défaut de consentement est extrêmement difficile à prouver pour les personnes en situation de handicap. La seconde manifestation de la sous-protection, elle résulte là aussi de la pratique pénale, de la pratique judiciaire. C'est là aussi de souligner que l'enquête pénale est rendue très difficile lorsque la personne est en situation de handicap. Alors, là, je distingue à nouveau les deux hypothèses. Pour une personne en situation de handicap physique, le déroulement de l'enquête peut être compliqué lorsque la personne, ne serait-ce que ça, a la possibilité de se déplacer pour, par exemple, déposer plainte. Mais le handicap physique n'empêche pas le déclenchement d'une enquête pénale. Ce qui rend l'enquête pénale très compliquée, c'est la situation dans laquelle la personne est atteinte d'un handicap mental qui ne lui permet pas de s'exprimer de façon suffisamment claire pour que l'enquête puisse être menée. C'est-à-dire très concrètement, ce sont les situations dans lesquelles les personnes vont avoir beaucoup de mal à verbaliser la réalité d'un viol ou à donner suffisamment d'éléments de lieu, d'endroit, de la nature des actes imposés, de l'auteur des actes, ne permet pas de donner suffisamment d'éléments qui permettent aux enquêteurs de mener à bien une enquête pénale. Je reprends simplement l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons menée pour vous donner quelques chiffres. Donc, en 2012, sur tous les dossiers classés sans suite sur l'année 1, qui concernent des viols évidemment, on a eu 163 dossiers. D'accord, sur une année 2012, 163 dossiers qui ont été classés sans suite sur une plainte pour viol. Sur les 163 dossiers, il y avait 51 victimes en situation de handicap. Ça veut dire qu'on a 30% des classements sans suite pour viol qui sont liés à la vulnérabilité de la victime. Ce sont à chaque fois, on a constaté, des hypothèses dans lesquelles les forces de l'ordre ne disent pas qu'il n'y a pas viol, mais ne parviennent pas à mener l'enquête parce que la personne ne parvient pas à donner suffisamment d'éléments pour que l'enquête puisse être menée. C'est-à-dire des hypothèses dans lesquelles la personne se retrouve sous-protégée par rapport à un autre citoyen parce que les enquêteurs ne parviennent pas
à aboutir au bout des investigations. Et sur ces 30% de classements sans suite dans lesquels la victime est une personne vulnérable, on a aussi pu noter quelque chose qui est assez flagrant, c'est que parfois, le classement sans suite intervient aussi de manière préventive. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait intitulé. C'est-à-dire, ce sont des hypothèses dans lesquelles on a une victime en situation de handicap qui, manifestement, réussit à avoir des propos suffisamment explicites pour que l'enquête soit menée, mais dans lesquels il apparaît que c'est la parole de la victime contre la parole de l'auteur, c'est-à-dire la victime expliquant qu'elle n'était pas consentante et l'auteur estimant qu'elle était consentante. Alors, ce qui est un duo qui est très classique en matière de viol, on le retrouve dans pratiquement tous les dossiers. Sauf que dans les hypothèses dans lesquelles la victime est en situation de vulnérabilité, les parquets, parfois, classent sans suite parce qu'ils ont l'impression que la procédure ne pourra pas tenir en raison de la faiblesse de la victime. Et c'est là où il y a une vraie sous-protection, c'est que les parquets estiment que amener la victime devant l'audience, ce n'est pas forcément lui rendre service parce que l'audience risque d'aboutir à la relaxe de l'auteur ou à l'acquittement, non pas parce que les faits n'ont pas eu lieu, mais parce que la parole de la victime n'arrivera pas à être assez explicite ou assez claire devant les juridictions. Et on a vu beaucoup de dossiers dans lesquels les faits semblaient assez bien établis, mais dans lesquels les parquets vont faire un classement de façon préventive pour éviter une procédure pénale qui est extrêmement lourde à une personne dont on doute qu'elle soit ensuite capable de porter sa parole devant les juridictions et de convaincre des juridictions pénales et encore moins une cour d'assises. Donc toutes ces hypothèses dans lesquelles on a le sentiment que là où la loi protège, la pratique pénale est assez dévastatrice pour les personnes en situation de handicap et génère une véritable sous-protection qui n'est, j'insiste, pas du tout voulu, évidemment, pas le fait du législateur pénal, mais qui est le fait de la difficulté du processus pénal pour les victimes en situation de handicap. Je vous remercie de votre attention.